Bonjour et bienvenue dans 10 minutes pour comprendre. Comme chaque semaine, nous sommes avec François Durper pour discuter d'un sujet d'actualité. Bonjour François. Bonjour Hélène. Alors aujourd'hui, l'État islamique, et vous nous dites « Nous ne battrons Daesh que si nous ne lui faisons pas la guerre ». Il s'agit d'un titre provocateur. Pourquoi ? Alors déjà, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas réagir. Vous savez que la France a connu les attentats les plus dramatiques et meurtriers de son histoire, le 13 novembre dernier. Les terroristes cherchent à amener la France sur son propre terrain. Et donc réagir, ça veut dire quel est le but de notre réaction. Le but de notre réaction, de mon point de vue et du point de vue de beaucoup de Français, c'est que cela ne se reproduise pas. Alors, l'avantage que l'on a, c'est que l'on a le recul historique. Il y a déjà eu un attentat dramatique, vous vous en souvenez, le 11 septembre 2001, aux États-Unis. Et la France a été le pays, un des pays leaders, pour dire aux Américains, vous vous souvenez, 18 mois après les attentats, n'envahissez pas l'Irak. Qu'est-ce qui s'est passé ? George Bush a envahi l'Irak 18 mois après le 11 septembre 2001. Et quelles sont les conséquences 14 ans après ? Toute la zone de la Libye jusqu'à l'Afghanistan est composée de pays qui sont désormais en guerre, avec 5 pays totalement désintégrés, la Libye, le Yémen, l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan. Il n'y a que le sultanat d'Oman, dans cette région, qui n'est pas un pays en guerre. Donc on a là une zone qui est totalement une zone de chaos, et les conséquences de l'action offensive de George Bush ont été corrigées depuis 2009, notamment par l'administration de Barack Obama, qui a redéfini sa stratégie autour de ce que l'on appelle en anglais le smarter leadership, c'est-à-dire un leadership plus intelligent, fondé notamment sur le renseignement. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas se protéger, bien au contraire. Au cours des 6 derniers mois, les Américains ont arrêté 10 personnes qui étaient en train de préparer un attentat sur le sol américain. Donc le paquet sur le renseignement, le paquet également sur la traque des terroristes, Barack Obama par exemple, est le président des États-Unis qui a tué le plus de terroristes. Mais en tout cas, pas d'invasion de pays et pas de bombes sans que les services de renseignement aient précisément établi des signes. Donc vous pensez qu'on ne doit rien faire ? Pas du tout. Il ne s'agit pas de rien faire. La première chose, c'est de considérer que dans cette zone du Moyen-Orient, c'est d'abord une guerre de religion, notamment une guerre entre les sunnites et les chiites. Cette guerre entre sunnites et chiites, c'est même une guerre à l'intérieur des sunnites, parce que si vous voyez par exemple l'Égypte, vous avez une opposition entre les salafistes et les frères musulmans. Si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe entre Daesh et l'Arabie saoudite, c'est 2 visions extrêmement rigoristes à l'intérieur du monde sunniste, et l'État islamique, Daesh, est contre l'Arabie saoudite. Donc vous avez là des guerres de religion imbriquées, et le danger, c'est ce que veulent les terroristes, c'est d'amener les Occidentaux dans ce conflit-là, si vous voulez, pour faire une union autour d'eux et dire, voilà, regardez les croisés nous font la guerre. Donc c'est, pas de mon point de vue, mais du point de vue de beaucoup de gens. Pensez par exemple aux propos de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Et deuxième point très important, c'est aussi les moyens de sa politique. Lorsque George Bush a attaqué l'Irak, les États-Unis dépensaient 50% des dépenses militaires de la planète. La France, c'est 4% des dépenses militaires de la planète. Et vous savez que Chamal, c'est donc l'opération en Moyen-Orient. Il y a une autre opération qui est l'opération Barkhane. Or, 2 opérations pour un pays comme la France, sur le plan militaire, vous savez que l'armée ne s'exprime pas, c'est bien légitime, mais en revanche, l'armée en interne se dit comment nous pouvons mener autant de fronts en étant, entre guillemets, que la France, en n'étant pas les États-Unis. Barkhane ou Chamal. Donc si vous voulez, on ne va pas non plus laisser le Sahel dans cette zone de non-droit et chaotique. Donc c'est aussi une question de capacité militaire.
Est-ce que vous pensez que l'on peut agir aussi au niveau intérieur, au niveau politique intérieur? Alors, je n'ai pas dit non plus qu'on ne pouvait pas agir sur le plan extérieur. Sur le plan extérieur, la France doit retrouver un certain nombre de ses fondamentaux. Le premier, c'est d'abord de définir une géostratégie. La géostratégie, c'est simple. Ça veut dire qu'il faut savoir ce qu'on fait le jour d'après, the day after. Lorsqu'en 2011, par exemple, notamment le gouvernement de Nicolas Sarkozy décide de mettre fin à la dictature de Mouammar Kadhafi, eh bien, vous avez vu le chaos que ça a entraîné par la suite dans cette zone sahélienne. Donc toujours une géostratégie, c'est-à-dire anticiper. Et ça veut dire que dans un premier temps, il faut, et c'est quelque chose de nécessaire, contenir et endiguer. Contenir et endiguer, notamment en asséchant le financement de Daesh. Deuxième chose, il faut trouver la bonne échelle. Et trouver la bonne échelle, c'est notamment impliquer ces fameux acteurs régionaux dont je vous parlais, l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Iran, y compris sur le plan militaire. Et puis la troisième chose, c'est trouver la solution. Et la solution, tout le monde le dit, elle est politique, notamment autour de ces frères ennemis du Moyen-Orient que sont l'Iran et l'Arabie Saoudite, autour d'une conférence internationale où ils devront, eux, eh bien, s'assurer de la paix dans la région, sous l'égide, évidemment, des Nations Unies. Sur le plan intérieur, je réponds quand même à votre question. Nous avons beaucoup à faire. Je vous rappelle que sur les 3 terroristes au moment de Charlie, il y a quelques mois, 3 étaient français. Et sur les 8 terroristes récemment, 6 étaient français. Passant par le système scolaire français, ça veut dire qu'on a des atouts en termes de simplement lien social. Nous avons 1 million d'enseignants, par exemple, pour faire que notre société soit plus solide et pour faire que des Français ne soient pas tentés par ces aventures djihadistes ou par cette idéologie de mort. C'est quelque chose, c'est un enjeu considérable et vous avez remarqué qu'après les attentats de Charlie, le gouvernement et en particulier le président de la République s'était beaucoup exprimé sur l'école, sur le renforcement de la laïcité et qu'il s'est moins exprimé sur ces thématiques lors du dernier attentat. De mon point de vue, il faut continuer à accentuer sur cette thématique. Est-ce que vous êtes favorable à l'état d'urgence? Alors, favorable à l'état d'urgence, l'état d'urgence, c'est dans une situation d'urgence. Donc là, évidemment qu'il faut faire l'état d'urgence parce qu'il y a une situation d'urgence. En revanche, un état d'urgence qui se prolongerait, ce n'est pas un état d'urgence. Il faudrait faire passer des lois. Alors, est-ce que ce sont des lois du même type que celles qu'on a fait passer en juillet 2015 ? Est-ce qu'il faut de nouvelles lois ? C'est tout à fait possible. En même temps, il faut peut-être, là encore, prendre en compte les leçons de l'histoire. Les Américains, 1 mois et demi après les attentats de 2011, ont mis en place le Patriot Act. Ce Patriot Act a été prolongé jusqu'à aujourd'hui. Certaines de ces dérives ont été remises en cause par les Américains, notamment, vous savez, dès 2005, la possibilité pour l'État de voir ce que vous lisiez à l'intérieur des bibliothèques, tout ça a été rejeté. La possibilité d'archiver toutes vos conversations. Est-ce que c'est bien nécessaire pour assurer de la sécurité de tous, de savoir ce que Hélène raconte à son petit ami ou qu'est-ce qu'elle fait sur Internet? C'est pas nécessaire. Donc ça veut dire que oui, mettre en place des lois de sécurité, mais dans quelles limites on met en place ces lois de sécurité? Vous savez, ce qui est très important, c'est de sortir de cette dichotomie entre, d'un côté, l'angélisme, le laxisme, et de l'autre côté, la fermeté, pour passer à une dimension d'efficacité ou non. Je vous prends un exemple très concret. Si vous dites, par exemple, que l'on peut faire des perquisitions de manière extrêmement large, vous perquisitionnez ou vous mettez en examen ou vous interpellez quelqu'un qui n'a rien fait, un jeune qui n'est coupable de rien. Qu'est-ce que vous produisez en termes de menaces sociales? Eh bien, un jeune peut être fragilisé et qui sera peut-être sensible à l'argumentaire précisément de ces djihadistes. Donc, vous voyez que ce n'est pas laxiste qui on dit. Oui. Il faut vraiment faire attention à ce que l'on fait, répondre fermement, mais prendre en compte les leçons de l'histoire et surtout avoir une réponse adaptée. Il ne s'agit pas finalement de ne pas faire la guerre, mais il s'agit de ne pas faire une guerre uniquement militaire, mais aussi de faire une guerre de l'intelligence. Donc je vous remercie François pour cette analyse. Merci Hélène. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est maintenant la fin de cette émission. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag 10MPC. En attendant, je vous dis à très bientôt sur FDM TV.